Si je vous dis le karma et la justice divine, c'est deux paramètres qui nous permettent de se respecter lorsqu'on subit une injustice ou lorsqu'on se fait trahir par quelqu'un. Et bien dans cette histoire fascinante de pouvoir, de trahison et de destin, nous rappelle que même les plus puissants sont vulnérables face au karma et la justice divine. Au cœur du Moyen-Âge, une époque de mystère et de conspiration, 3 hommes allaient se retrouver liés par le destin d'une manière qui allait changer le cours de l'histoire française. Philippe IV, également connu sous le nom de Philippe le Bel, était le roi de France entre 1285 et 1314. Il était un roi puissant et ambitieux, obsédé par le pouvoir et la richesse de son royaume. Eh bien, cependant, derrière cette façade de puissance se cachait quand même un homme tourmenté par des dettes et des problèmes financiers. Jacques de Molay, de son côté, était le dernier grand maître de l'ordre des Templiers, vivait des moments de gloire et de dévouement. Les Templiers, à cette époque-là, ils étaient une puissante organisation religieuse et militaire, protectrice des pèlerins en Terre Sainte. Leur richesse suscitait la convoitise de Philippe le Bel. Et bien sûr, le troisième personnage était le pape de l'Église catholique romaine de 1305 à 1314. Originaire de Bordeaux, était un homme en proie à des conflits internes. Il était vulnérable et dépendant de la protection de Philippe le Bel, qui avait une influence considérable sur l'Église. Mais la vie de Jacques de Molay s'est déroulée entre le milieu du XIIIe siècle, il est né juste avant 1250, et sa mort par le feu, que vous connaissez sans doute pour la plupart et pratiquement tous, je pense, qui a eu lieu en mars 1314, non pas le 18 comme on le pensait, mais le 11 mars 1314. Et vous allez me dire, c'est quoi la relation qui relie ces trois personnages? Eh bien, la relation entre ces trois personnages est principalement liée à la persécution et à la suppression de l'ordre des Templiers. Le roi de Naples et de Sicile, Charles II, bien évidemment, le roi d'Angleterre, Édouard Ier, le roi d'Aragon, Jacques II, et il rencontre aussi, on n'en a pas la preuve, mais on les voit séjourner au même moment au Temple de Paris, et on ne peut pas penser qu'ils ne se sont pas parlé, Philippe IV, le Bel, roi de France. Mais nous sommes, lorsqu'il le rencontre en 1296, il faut se défaire du procès. Nous sommes dans une relation tout à fait normale, et je pense même très positive, si l'on croit le témoignage de Boccace, qui nous dit que Jacques de Molay était le parrain de l'un des fils du roi de France. Ça, c'est quelque chose que Boccace nous dit dans la vie des hommes illustres, et que les historiens n'avaient jamais repris. Pourtant, cela existe, on connaît ce texte depuis le XIVe siècle, il a été traduit dans un certain nombre de langues vernaculaires, et il y avait une proximité très forte, y compris avec Philippe le Bel, que ce dernier a bien évidemment effacé et occulté au moment du déclenchement du procès. Eh bien, comme beaucoup de gens le pensent, Philippe le Bel n'avait pas l'intention de prendre la place du pape en tant que chef de l'Église catholique. Mais il avait l'intention d'exercer un contrôle significatif sur l'Église et sur les affaires religieuses en France pour renforcer son pouvoir politique et financier. S'était voulu empereur en son royaume, et Philippe le Bel, comme son grand-père, s'est voulu tel. L'innovation extraordinaire, inouïe et absolument terrible promue par Philippe le Bel, c'est qu'il s'est voulu pape en son royaume. Et cela n'avait jamais été vu. Et voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Philippe le Bel cherchait à exercer un contrôle sur l'Église. Premier point, les conflits financiers qu'il avait avec l'Église, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes que l'Église devait payer à l'État. Il a eu l'idée d'augmenter les revenus de la monarchie en obligeant l'Église à y contribuer davantage. Le procès du Temple a été victime d'une confrontation absolument inouïe à cette époque entre le pouvoir royal en France et le pouvoir pontifical. Deuxième point, et comme cela n'a pas suffi, c'était le contrôle sur le clergé. Le roi de France se voulait déjà, depuis un demi-siècle au moins, affranchi de l'empereur. Il se voulait empereur en son royaume. Il n'était pas le seul, d'autres souverains européens se voulaient également empereurs en leur royaume. C'est peut-être un problème, mais c'est un problème qui a une solution juridique, politique, qui s'inscrit dans des rapports de force, à l'époque, bien connus. Et troisième point étaient les affaires judiciaires concernant les membres du clergé accusés de crimes graves. Il insistait pour que ces individus soient jugés dans des tribunaux laïcs plutôt que dans des tribunaux ecclésiastiques, c'est-à-dire qui appartenaient à l'Église. Philippe le Bel l'a voulu, et pour être pape en son royaume, ce que Julien Théry appelle la pontificalisation de la monarchie française, eh bien il s'est fait fort de mettre la papauté en accusation.
C'est-à-dire qu'il a imposé au pape de son époque, qui lui devait en partie son élection, Clément V, d'ouvrir un procès contre son prédécesseur le plus fameux et le plus immédiat, Boniface VIII. Quatrièmement, et c'est ce point qui nous intéresse le plus, c'est la suppression des Templiers. Comme mentionné précédemment, Philippe le Bel a persécuté et supprimé l'ordre des Templiers en 1312, en partie pour s'emparer de leurs richesses, mais aussi pour affaiblir l'influence de l'Église. Et c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu auparavant. Philippe IV prétendait ouvrir un procès contre Boniface VIII et pour faire pression sur le pape, parce qu'il imaginait bien que Clément V allait résister. Il a attaqué l'ordre du Temple, qui dépendait de la papauté de manière directe, qui était, je vous l'ai dit, l'ordre religieux militaire le plus puissant et le plus ancien, et que le roi a accusé rien moins que d'hérésie. Alors les crimes, on les connaît, on pourrait les lister, mais peu importe. Ce qui compte, c'est l'hérésie. Tous ces crimes participaient de l'hérésie. L'hérésie, c'est le crime le plus grave qui puisse être au Moyen-Âge. Et normalement, il apporte au pape de s'occuper de l'hérésie. Autrement dit, Philippe le Bel, en attaquant les Templiers pour hérésie, dit très clairement au pape qu'il est obligé de remplir l'office du vicaire du Christ, puisque celui qui devrait le faire, et celui qui a vocation depuis un millénaire à le faire, ne le fait pas. Cependant, Jacques de Molay et d'autres membres de l'ordre ont nié les accusations portées contre eux. En 1312, lors du concile de Vienne, le pape Clément V a finalement dissous officiellement l'ordre des Templiers, transférant ses biens à d'autres ordres religieux. En 1314, Jacques de Molay et d'autres dirigeants du Templier ont été condamnés pour hérésie et brûlés sur le bûcher. Je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot. Et l'énigme, parce que finalement, il n'y a guère que celle-là, mais elle est considérable, c'est pourquoi. Pourquoi avoir voulu abattre un ordre religieux militaire de l'Église, et pourquoi précisément avoir choisi le Temple ? Nous avons été trahis. À vos épées, messieurs. Défendez le temps. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. Le roi Philippe a agi plus vite que prévu. Les Templiers, un ordre religieux et militaire fondé au XIIe siècle pendant les croisades, étaient devenus extrêmement riches et influents. Philippe le Bel a saisi cette opportunité pour affaiblir l'ordre des Templiers et confisquer leurs richesses. Il a accusé les Templiers d'hérésie, d'idolâtrie, d'autres crimes et a obtenu l'appui du pape Clément V pour mener une enquête. Un nombre d'ordres de péninsule ibérique, mais l'ordre du Temple est resté le modèle cardinal et celui qui sans doute en 1300 encore est en Méditerranée, dans l'Occident, le plus puissant. Donc on a un personnage qui n'est pas forcément parti d'une situation très élevée, c'est un fils, nous y reviendrons peut-être, de la petite chevalerie, et qui a accédé à un poste assez considérable, qui en a fait un partenaire diplomatique et politique des papes et des rois qui étaient ses contemporains. Il y a deux choses dont on peut être absolument sûr s'agissant du procès du Temple, et contrairement à infiniment de choses que vous pourrez lire, c'est d'abord que le Temple était innocent, et complètement innocent des charges portées contre lui, et que son accusateur est connu. C'est le roi de France, Philippe le Bel. Lui ou les légistes qui l'entouraient, Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plézian, ont leur part de responsabilité, qui ont voulu abattre leur opposant. Et quelle fin tragique! La mort de Jacques de Molay est survenue peu de temps après la mort du pape Clément V en 1314. Elle a également coïncidé avec la mort de Philippe le Bel cette même année. Certains ont interprété cet événement comme une malédiction lancée par Jacques de Molay envers Philippe le Bel et le pape Clément V depuis le bûcher, bien que cela soit largement basé sur des légendes et des spéculations plutôt que sur des faits historiques. Qui va là? Un ami du temple. Floirac? Le message du conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au grand maître. Il est en séance, avec les autres. Une autre fois, peut-être.
Le roi Philippe désapprouve. Jacques de Molay lance une malédiction sur Va au Philippe le diable. Bel et Clément V, prédisant leur mort dans la nuit. Cet acte de défi marque un tournant dans l'histoire et hante les deux hommes jusqu'à leur dernier souffle. Pape Clément, entends-moi. Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant. Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au temple. Je vous maudis. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang. Soyez tous damnés. Ainsi prit fin l'ère de la sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du Temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la sagesse, venaient tous de Et en son- conclusion, ce documentaire nous a transportés à travers un voyage fascinant à la découverte de l'histoire de Jacques de Molay et le roi Philippe le Bel. Nous avons exploré les phases qui ont marqué cette histoire. Pour plus de contenu captivant et de découvertes à venir, merci de nous avoir rejoints dans cette aventure et à la prochaine fois avec des nouvelles explorations. Et merci beaucoup, à très bientôt.